Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour. Aujourd'hui, à Gilles de Presse, la fabrication d'un état d'urgence. Analyse d'une dérive américaine. Une femme de 37 ans tuée par un agent fédéral à Minneapolis. Un tir à travers un pare-brise. Une scène qui choque, mais qui, selon plusieurs observateurs, était prévisible. Depuis un an, les États-Unis vivent une transformation profonde de leur appareil policier et sécuritaire. Des raids massifs, des agents cagoulés, des déploiements militaires en ville, et derrière tout ça, une stratégie politique qui semble mener vers un objectif précis, créer les conditions d'un état d'urgence permanent. Aujourd'hui, on plonge dans l'analyse de cette dérive telle que décrite dans la presse, mais également dans d'autres médias partout dans le monde. Et tu vas voir, c'est pas seulement une histoire américaine, c'est un avertissement sur la fragilité des institutions démocratiques. Restez jusqu'à la fin. Le contexte, une machine fédérale surdimensionnée. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a transformé l'agence ICE en une force policière sans précédent. 30 000 agents, ce qui en fait la plus grande force policière du pays, dépassant même le FBI. 10 000 nouveaux agents de déportation, un budget de détention triplé, 100 000 lits disponibles pour des arrestations massives. L'objectif annoncé, la plus grande expulsion de l'histoire américaine, soit 10 à 13 millions de personnes. C'est l'équivalent de 4 % de la population américaine, un chiffre irréaliste mais politiquement utile, parce qu'il justifie une montée en puissance spectaculaire de l'appareil répressif américain. Les raids, une stratégie de terreur assumée. Depuis 6 mois, des escouades d'agents masqués mènent des raids dans plusieurs grandes villes américaines. Ils débarquent des véhicules non identifiés, ils interpellent des gens au hasard, ils arrêtent, séparent des familles, provoquent la panique. Le but n'est pas seulement d'expulser, le but est de terroriser. Les personnes en situation irrégulière, les immigrants réguliers et même ceux qui songeraient à entrer au pays. Ces trois catégories de citoyens-là sont visés dans le but de les terroriser. On a vu les agents courir après les ouvriers simplement parce qu'ils avaient l'air latinos. Ce n'est plus du maintien de l'ordre, c'est une stratégie psychologique. La réaction, manifestation, tension, escalade. Face à cette police agressive et arbitraire, les communautés réagissent. Manifestations, obstructions, affrontements. Et comme dans tout cycle de tension, la réaction devient un prétexte pour renforcer encore plus la répression. Donc c'est un cycle qui n'arrête jamais. Trump envoie la garde nationale à Los Angeles et dans d'autres villes, officiellement pour protéger les agents fédéraux. Puis viennent des déploiements massifs, 2000 agents fédéraux à Minneapolis, 2 fois plus que toute la police municipale de Minneapolis et Saint-Paul réunis. On ne parle plus de maintien de l'ordre, on parle de militarisation. L'incident de Minneapolis, c'est l'étincelle. Puis survient l'événement tragique. Une femme de 37 ans, tuée par un agent fédéral qui tire, pas juste une fois, mais 3 fois dans son pare-brise. À bout portant. Selon les autorités, elle aurait tenté de créer de l'obstruction. Elle aurait fui une arrestation. Mais plusieurs experts en technique policière rappellent une règle simple. Si une voiture fonce sur vous, tassez-vous. Tirer en pleine rue, au milieu de civils, n'est jamais la première option. En temps normal, ce tir pourrait être considéré comme un homicide, mais les temps ne sont pas normaux aux États-Unis. La politisation de la justice, justement. Un système verrouillé. L'enquête est confiée au FBI, comme le veut la procédure, mais l'agence est désormais dirigée par un proche du président, décrit dans l'article comme incompétent et totalement aligné politiquement. Avant même la moindre enquête, Trump blâme la victime, la qualifiant de gauche radicale. La secrétaire à la sécurité intérieure affirme qu'il s'agit d'un acte de terrorisme intérieur. On ne cherche pas la vérité, on cherche à imposer un récit. Alors, quel est le scénario? Est-ce qu'on va vers un état d'urgence? Selon l'analyse de la presse, tout semble converger vers un objectif, créer les conditions d'un état d'urgence permanent. Les tribunaux ont annulé l'envoi de la garde nationale dans plusieurs villes.
Mais si un événement est qualifié de terrorisme intérieur, alors le président peut déclarer l'état d'urgence partout où il veut, peut invoquer la loi sur l'insurrection et éventuellement déployer l'armée elle-même. Ce n'est pas un scénario alarmiste, c'est un scénario réaliste en 2025-2026, basé sur les actions déjà posées. Alors, comment on peut analyser ça? Quelle est la mécanique d'une dérive autoritaire telle qu'on peut l'observer aux États-Unis sous l'administration Trump? Ce que décrit l'article, c'est un mécanisme classique. On crée un problème, on amplifie la peur, on provoque une réaction, on utilise cette réaction pour justifier plus de ce pouvoir et le cycle recommence et continue et s'amplifie tout le temps, ça n'arrête jamais. C'est une stratégie éprouvée dans l'histoire politique mondiale et elle fonctionne parce qu'elle joue sur l'émotion, pas sur les faits. Rappelez-vous le nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Rappelez-vous le totalitarisme soviétique. Alors, en conclusion, c'est un avertissement pour les démocraties. La fabrication d'un état d'urgence n'est pas un accident. C'est un processus et ce processus est en cours. L'article de la presse nous rappelle une vérité essentielle. Les institutions démocratiques ne s'effondrent pas d'un coup. Elles s'effritent, morceau par morceau, sous prétexte de sécurité. Comprendre ce qui se passe aux États-Unis, c'est comprendre ce qui peut arriver ailleurs. Et c'est pour ça qu'on en parle. C'était Gilles Deprez. Merci.